Bonjour à toutes et à tous. Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises. C'est parti, voici le sommaire avec notre invitée aujourd'hui, Carole Monduchet, qui est directrice des affaires corporate chez AstraZeneca France. On va parler des actions du groupe pour réduire son empreinte carbone, du programme en faveur notamment de la diversité en France, mais aussi des enjeux de la vaccination des habitants des pays les plus pauvres de la planète. Notre débat, il portera sur le marché des jouets. Comment trouver des cadeaux éco-responsables pour Noël? Comment lutter contre les idées reçues? Changer les habitudes des consommateurs pour les fêtes? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Samy et son offre pour que les TPE et les PME réduisent aussi leur impact. Voilà, c'est parti, c'était les titres et c'est Smart Impact. Carole Monduchet, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc la directrice des affaires corporate chez AstraZeneca France. Quelques chiffres au niveau mondial pour commencer. AstraZeneca, c'est le 11e laboratoire mondial, 26,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 6 milliards de dollars investis dans la recherche et le développement, plus de 76 000 collaborateurs et plus de 10 000 toujours dans cette recherche et développement. AstraZeneca qui est membre fondateur de la Sustainable Markets Initiative, ça suppose quels engagements mondiaux, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Alors, AstraZeneca s'est engagé en 2020 à avancer de 10 ans son plan de décarbonation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaite être carbone neutre d'ici à 2025 sur l'ensemble de nos activités, ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire tout ce qui est les émissions qui nous concernent liées à nos sites et à nos activités, et puis d'être carbone négatif à horizon 2030 sur toute la chaîne de valeur de notre industrie, donc y compris la production de nos médicaments, et donc notamment les inhalateurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Ouais. Ça veut dire, alors là, on parlait de recherche et développement, 10 000 collaborateurs en R&D, il faut réinventer un inhalateur, quoi. Il faut quelque chose de totalement différent, c'est ça? Tout à fait. Il faut repenser notre manière de produire un inhalateur. Et donc, on a un programme d'investissement sur l'ensemble de ce programme Ambition Zéro Carbone de 1 milliard d'euros à horizon 2030. Donc, effectivement, c'est assez conséquent. Et puis, c'est aussi un travail quotidien. C'est une rigueur dans toutes les actions qu'on mène. Et donc, il faut ne rien lâcher. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la santé de la planète, la santé des gens et la santé de nos économies sont intrinsèquement liées. Il y a plein de leviers quand on parle d'impact d'une entreprise, la consommation d'eau, d'électricité, les emballages, les déchets. Je voudrais qu'on parle des emballages, par exemple, parce que quand on fait du médicament, je ne sais pas quelle est la quantité d'emballage qu'AstraZeneca peut produire et utiliser dans une année, mais comment vous travaillez sur ce levier-là? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts sur la production et la consommation d'emballage. Ce qui est sûr, c'est que dans cette logique de réduction des émissions de carbone et de réduction de notre empreinte sur la planète, il y a effectivement tout un chantier sur la réflexion autour de ces emballages, tout en sachant que ces emballages doivent répondre à certaines normes, évidemment, bien sûr, et qui peuvent différer selon les pays. Il y a de la sécurité à tenir, donc voilà. Donc c'est pas si simple, quoi. Tout à fait. C'est à nouveau, c'est un temps long. Et puis, évidemment, on ne mène pas ces combats seuls. Ce sont des combats qu'il faut mener collectivement. Et donc, on travaille aussi avec les différents prestataires qui nous accompagnent et avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Oui, donc là, on est dans le scope 3 sur la consommation d'eau, l'électricité. C'est quoi les actions menées par AstraZeneca? C'est évidemment au cœur de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a au niveau monde 99% de l'électricité qu'on achète qui est issue de sources renouvelables, donc c'est-à-dire tout ce qui est éolienne, panneaux électriques, vent, hydraulique, etc. Et puis, on a réussi à réduire depuis 2015 de 20% notre consommation d'eau au niveau mondial et de 60% de nos émissions de gaz à effet de serre, tout en étant en croissance. Donc, c'est un véritable effort que fait le groupe, mais on pense aujourd'hui que c'est essentiel de le faire. Alors, effectivement, cette période, cette pandémie, quel impact économique elle a eu pour AstraZeneca au niveau mondial? Alors, aujourd'hui, nous, on est évidemment présent dans le vaccin avec la lutte contre le Covid, et puis dans certains traitements également, mais on a aussi continué des actions
actions dans nos aires thérapeutiques majeures que sont l'oncologie, que sont les maladies respiratoires et immunologiques, et puis les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Il faut savoir qu'au-delà de l'accès large et accessible qu'on a souhaité donner à prix coûtant à notre vaccin, il y a aussi toutes les actions pour continuer à soigner des patients qui souffrent de maladies chroniques, et puis à encourager aussi le dépistage de ces maladies, parce qu'il est essentiel aujourd'hui de se faire dépister d'un cancer, même si on est dans le cadre d'une pandémie, les autres maladies sont toujours là et elles n'attendent pas. Et c'est très important de faire passer ce message parce qu'évidemment, on est de nouveau dans une période de tension dans les hôpitaux avec l'obligation de reporter certaines opérations, mais il faut quand même que les gens qui sont malades se fassent dépister pour toutes les maladies et soient vigilants là-dessus. Cette notion de prix coûtant sur le vaccin, c'est important parce qu'il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent pour lever les brevets, pour rendre le vaccin plus accessible, notamment dans les pays les plus pauvres de la planète. C'est quoi la politique d'AstraZeneca là-dessus ? Est-ce qu'il faut lever les vaccins ? Est-ce qu'il faut les protéger ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors AstraZeneca déjà a produit plus de 2 milliards de vaccins, dont les 2 tiers sont allés vers les pays dits en voie de développement. Donc on a une action très forte et puis on travaille aussi en partenariat avec les différents pays pour justement orienter des doses vers ces pays. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on sortira de cette crise pandémique qu'une fois que l'ensemble des pays seront vaccinés. Et malheureusement, les pays en voie de développement ont une couverture vaccinale extrêmement basse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a souhaité s'engager de cette manière-là. Ouais. Quand vous dites à prix coûtant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent sur on ne gagne pas d'argent sur le vaccin. Oui, c'est aussi simple que ça. Et il y a un enjeu, effectivement, sur la durée de cette pandémie. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe avec le variant Omicron qui vient d'Afrique australe, c'est que ça pourrait se répéter. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle souvent d'une durée de vie d'une épidémie de coronavirus qui peut aller entre 3 et 5 ans. Est-ce qu'il y a un risque que ça dure plus longtemps ? Vous n'êtes pas épidémiologiste. Voilà, tout à fait. Ça allait être mon premier niveau de réponse. Et puis surtout, moi, j'ai envie aussi d'avoir un message d'espoir. Je crois que pendant toute cette pandémie, on a vu que la recherche, et puis la recherche collective, l'action de l'ensemble des acteurs du système de santé, que ce soit des acteurs type laboratoire pharmaceutique, des universités de recherche, des start-up, mais même les gouvernements, tout le monde s'est associé, sans parler de l'action évidemment des professionnels de santé. Et on a réussi à trouver des vaccins. Il y a plusieurs vaccins aujourd'hui qui sont là. On voit que ça délivre, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, on a des courbes qui décrochent d'hospitalisation et de décès par rapport aux courbes de contamination. Et puis, il y a aussi des nouveaux traitements qui arrivent. Donc, je crois qu'il y a aussi un message porteur d'espoir que la recherche avance en même temps que cette pandémie. Quelques chiffres sur AstraZeneca France. Le chiffre d'affaires 2020, 1,5 milliard d'euros, plus de 1300 collaborateurs. C'est la 5e filiale du groupe, la 2e filiale de l'Union européenne. Je voudrais qu'on parle de vos investissements en matière environnementale et sociale. Ça représente quoi aujourd'hui ? Alors, à Choose France, en 2020, on a annoncé un investissement de plus de 500 millions de dollars, dont notamment tout un pan environnemental et social. À ce jour, on a déjà investi plus de 700 000 dollars dans l'environnement et le social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait un partenariat avec Versailles et qu'on a mécéné la replantation de 450 chênes pédonculés et puis qu'on utilise les ressources... Dans le parc de Versailles, c'est ça ? Dans le parc de Versailles, dans l'allée de Saint-Cyr, qui avait été une allée qui avait été détruite par les tempêtes de 1990 et 1999. Et donc, on trouvait que c'était une action doublement vertueuse. Et puis, on a souhaité continuer cet engagement en permettant aux jeunes de l'Ascenseur. L'Ascenseur, c'est une coalition à la fois d'associations et d'entreprises qui se battent pour l'égalité des chances et qui accompagnent des jeunes issus de banlieues, de milieux ruraux, de zones économiques fragiles ou encore de quartiers dits prioritaires de la ville pour se développer, avoir accès à l'information, l'éducation, l'orientation et l'emploi. Et donc, on a décidé d'orienter l'ensemble des contreparties qu'on avait de ce partenariat pour ces jeunes avec un programme ludo-éducatif et notamment dans ce cadre-là, ils vont pouvoir visiter les chantiers de Versailles. Ça veut dire rencontrer des artisans, discuter avec des couvreurs, des doreurs, des restaurateurs de ce château et découvrir des nouveaux métiers aussi. Donc ça, c'est combien de jeunes soutenus Alors, via ce programme-là, plus spécifiquement, on espère pouvoir aider en moyenne chaque année entre 300 et 500 jeunes. Et puis, on a un autre programme dans lequel on s'est engagé avec l'Ascenseur pour aider 1000 jeunes
jeunes en 3 ans. Il faut savoir qu'on est partenaire fondateur de l'Ascenseur depuis 2019 et que chaque année, on enrichit le nombre de projets qu'on a avec eux parce que plus que jamais, c'est un combat à mener. Je vous donne un chiffre qui est particulièrement impactant sur ce sujet. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté en France, contre 4 dans les pays de l'OCDE et 2 dans les pays nordiques. Donc je crois que c'est un problème sur lequel il faut collectivement agir. Et est-ce que cet objectif d'inclusion, il existe aussi, ou quelle forme il prend dans la politique de recrutement d'AstraZeneca France? Alors, on fait précisément ce programme pour permettre à des jeunes talents d'intégrer notre entreprise. Il faut savoir qu'entre 7 et 12 ans, votre horizon diminue, que le mentorat, quand vous accompagnez des jeunes, diminue de 30% le risque de décrochage en première année d'enseignement supérieur. Et donc, toute cette action, elle a pour but d'accompagner ces jeunes à l'emploi, et notamment chez nous, puisqu'aujourd'hui, une étude McKinsey a montré que les entreprises qui sont diverses et inclusives performent de 36% plus. Donc, ce n'est pas seulement utile, c'est aussi un intérêt pour nous. Merci beaucoup. Merci Carole Manduchet. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. C'est déjà Noël. On parle de jouets, donc tout de suite avec mes invités. Thibaut Rebattu, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur adjoint de Greenwiz. À vos côtés, Mathieu Roumins, bonjour, bienvenue à vous aussi, le fondateur de Joyeux. Vous êtes fabricant de jouets. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos jouets ? Nos jouets, d'abord, ils sont merveilleux puisqu'ils racontent des histoires quand on les secoue 3 fois. Voilà. Quand on les secoue 3 fois, ok. Exactement. Alors, et ce sont des jouets éco-responsables. On en parlera peut-être tout à l'heure. Pour l'allumer, hop, je mets comme ça le lion orienté vers le haut, je secoue, et il va s'allumer. Voilà, c'est magique, il n'y a pas de bouton, et il y a des histoires dedans. Donc voilà, sur la face jaune, il y a des petites cantines. Voilà. Okay. Le son, je le gère comme ça. Je baisse le son comme ça. C'est vraiment magique. Hein. C'est magique. J'adore. Parce que moi, j'ai une âme d'enfant, mais j'imagine combien ça peut marcher sur des enfants. C'est quel âge ? Alors ça, c'est pour à partir de 2 ans. Ouais. Et puis, on a sorti une petite dernière qui s'appelle Ma première conteuse pour les bébés 0-2 ans, qui fait plus boîte à musique. Pourquoi vous l'avez créé ? C'est un antidote aux tablettes, aux smartphones, aux écrans, alors, quoi. Exactement, je l'ai créé pour... Le projet de Joyeux, c'est d'offrir aux familles une alternative à l'écran pour accéder au numérique. Ouais. Et donc, on a commencé par les enfants, parce que c'est particulièrement important pour les enfants. Et voilà, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'onde, et il y a 66 histoires dedans, c'est rechargeable, on peut personnaliser le contenu. Voilà. Bon, passez-le-moi parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer avec, évidemment. Moi, je suis très joueur. Thibaut, vous pouvez nous présenter Greenwiz ? Je vous écoute, mais je joue en même temps. Allez-y. Ouais. Donc Greenwiz, c'est le leader des produits bio sur Internet en Europe. A réalisé l'année dernière plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On est 250 en Europe et on propose un éventail large de produits, de l'épicerie aux jeux pour enfants, justement. Ouais. Donc c'est une marketplace. Donc c'est d'abord Je vais vous demander de l'éteindre parce que sinon on ne va plus s'entendre. Double tape. Parfait. Génial. Elle s'arrête. Donc, allez, je reprends le fil. C'est une marketplace, c'est ça ? C'est d'abord une activité retail depuis 12 ans. Et on a lancé l'année dernière, effectivement, une marketplace qui nous a permis de passer de 15 000 références à plus de 80 000 références cette fin d'année. Et notamment des références de jouets responsables ? Et effectivement, des références de jouets responsables. On avait déjà plus de 1000 références de jouets dans notre assortiment, donc sur les 15 000 produits. Et désormais, on a près de 8000 références de jouets grâce à cette place de marché. Bon, et notamment, j'imagine, le cube de Joyeuse. Vous êtes venu aussi parce que vous venez vous avez lancé une étude avec Opinionway. C'était quoi déjà l'objectif de cette étude ? Alors, l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'avoir la perception des consommateurs français sur ce qu'était Noël. Puisque Noël, on pense tous à c'est la joie, c'est la fête, c'est aussi un peu la consommation, voire la surconsommation. Ouais. Du coup, on se demandait un peu quelle était la perception des consommateurs sur cet aspect-là, dans le contexte finalement où les problématiques environnementales sont de plus en plus importantes. Un des constats qu'on a fait, c'est que 70% des sondés ont répondu assez étonnamment que Noël était le moment de l'année où peut-être ils mettaient de côté un peu tous leurs engagements. Oui, c'est ça. 69% des Français, 75% des 25-34 ans, ça aussi, ça m'a surpris, qui disent, c'est Noël, mais on met de côté les bonnes résolutions.
Bon, c'est un peu déprimant, mais évidemment, nous, on est positifs ici. Il y a des leviers pour faire évoluer ça. Il y a peut-être une première idée reçue sur l'attractivité des jouets. Ça ressort aussi de votre étude, ça. Exactement. Alors, il y a 2 points. Il y a effectivement l'attractivité des jouets et le fait d'être relativement disponible sur le marché. Ouais. Donc là-dessus, le fait que justement, on propose de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs français, de Made in France, etc., qui soient sur le marché, c'est intéressant. On va dire qu'il y a 3 critères vraiment pour avoir des jeux éco-responsables, en tout cas de ce que je retiens. Vous me direz, Mathieu, tu me diras ce que tu en penses. Mais pour moi, il y a la composition, évidemment. Composition du produit, donc est-ce qu'il est en matière naturelle, est-ce qu'il est en matière synthétique, etc. Il y a l'origine du produit, donc l'origine géographique, donc ça va être l'impact carbone que ça va générer, ça va être aussi les conditions de travail dans lesquelles il est produit. Bien sûr. Et puis on va avoir quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est la durabilité du produit. Durabilité parce que effectivement acheter un produit pas très cher, de qualité moyenne, qui ne dure pas, finalement, c'est pas forcément intéressant. Et c'était là le deuxième point de l'étude qu'on notait. On disait, les jeux éco-responsables, c'est bien, mais c'est très cher, c'est compliqué, etc. Et en fait, je pense qu'il faut faire rentrer cette durabilité dans le contexte global du prix, puisqu'on garder 3 ans, 4 ans, 5 ans un produit au lieu de le garder 1 an, et voire même pouvoir le revendre après sur le marché de la seconde main. Bien sûr. Ça permet finalement d'amortir le coût global. Ou en faire bénéficier, un un autre enfant de la famille. Mathieu Roumins, je reviens pas sur l'attractivité parce qu'on a fait la démonstration de l'attractivité. Bon, voilà. En revanche, sur effectivement ces 3 critères, la composition, l'origine géographique, la durabilité, vous avez intégré ça dès le début, quoi, from scratch. Dès le début de l'aventure, j'avais mis dans le cahier des charges... je m'étais auto-mis dans mon cahier des charges, on va dire, le fait de fabriquer en France. Et c'était pas une sinécure, d'ailleurs. Il faut un peu se battre pour bouger les lignes. Et je suis très fier parce qu'on est vraiment les pionniers du jouet électronique fabriqué en France. Et puis la durabilité dont tu parlais à l'instant, qui est fondamentale. Et dès le début, ça faisait partie du cahier des charges. Typiquement... il n'y a pas de colle là-dedans. Enfin, il est clippé. L'essentiel est clippé. Et donc, c'est réparable. D'accord. Voilà. Et donc, dès le début, par exemple, on a créé un atelier de réparation. On appelle ça l'atelier. Et si la conteuse a un bobo, elle est tombée d'un peu trop ou quoi, les gens nous l'envoient à l'atelier, on la répare, on lui met un petit coup de polish et elle repart chez les gens, quoi. Voilà. Et la composition, les matériaux d'origine? Alors, c'est de la plasturgie, ça, c'est couvert de silicone. Donc, voilà, et à l'intérieur, il y a des composants électroniques. Donc, voilà, c'est pas la partie la plus... Oui, mais c'est important d'être transparent sur la totalité du produit. Il n'y a pas de bois. Voilà, comme je dis souvent, les composants électroniques, ça ne pousse pas dans les forêts du Jura, malheureusement. On aimerait bien. Voilà, et c'est pour ça que nous, on travaille sur cette durabilité, en fait, la transmissibilité aux petits frères, aux petites sœurs, la seconde main, enfin tous ces sujets-là, quoi. Et sur la visibilité, c'est-à-dire que il y a évidemment ce que fait Greenwiz pour donner de la visibilité à vos cubes, aux cubes joyeuses, mais c'est quoi votre réseau de distribution? Comment vous faites connaître finalement la dimension éco-responsable de vos produits? Pas assez. Non, mais bon. Et donc, ça fait partie de nos axes de travail, de faire savoir cette dimension-là. Alors, sur la partie fabrication France, là, je pense qu'on est assez identifié comme faisant partie prenante du Made in France, mais sur l'éco-responsabilité, pas assez. Donc, on est présent, par exemple, sur des plateformes qui développent ces produits-là. Donc, chez Greenwiz, on est présent chez vous depuis le début, je crois. Voilà. Et pendant que vous parlez, il y a le logo jouet français qui s'affiche. Ça, c'est une demande des consommateurs qui est de plus en plus forte. Vous le ressentez, vous, et puis ensuite, je vous poserai la même question. Alors, nous, clairement, on a notre première mise sur le marché, c'est 2018, Noël 2018. C'était l'année de la démission de Hulot, du gouvernement, et des Gilets jaunes, des premiers Gilets jaunes. Et donc, on nous disait, je me souviens, on faisait nous-mêmes les animations, on avait fait un partenariat avec la FNAC pour démarrer. On nous disait, mais bon, c'est un peu cher quand même, ça coûte 80 €, 79,90. On disait, mais en fait, c'est fabriqué en France, et puis c'est durable, etc. Et les gens, en fait, changeaient d'avis, en fait, quand on leur disait ça. Et on a senti qu'il y a eu un basculement de marché à ce moment-là. Alors peut-être il y avait déjà des signaux faibles avant. Nous, on est arrivé en 2018 et on a senti ça. Et c'est un mouvement qui est évidemment croissant.
Oui, et que la crise Covid, la pandémie a accéléré sur ce même thème du jouet français. Exactement, oui. C'est effectivement le constat qu'on fait, et qui est d'ailleurs noté dans l'étude qu'on a réalisée, puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement des 25-35 ans. Quelque part, on a un espoir aussi sur cette génération, puisque le sondage montre aussi que cette génération est la plus apte, pour ce Noël-ci, à avoir un mindset qui a changé, en lien notamment avec le Covid, en lien avec tout ce qui se passe au niveau environnemental. Et à inclure cette notion, je crois qu'on tombe désormais à seulement 30% des 25-35 ans qui ne mettent plus, dans la balance finalement l'éco-responsabilité. Donc ça devient vraiment quelque chose qui est important. Et notamment, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, les femmes qui sont, pour chez nous, c'est quasiment les 3/4 de notre base de clients. Je crois que chez vous, c'est pareil. C'est plutôt les femmes qui achètent les jouets, quoi. Non, alors nous... Non, mais je parlais, je parlais à Mathieu. Mais... Et les mamans et les grands-mamans. D'accord. Mais qui sont en tout cas engagés dans cette démarche d'éco-responsabilité, et on voit vraiment qu'il y a une bascule là-dessus. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je voudrais revenir, vous l'avez évoqué, mais autre info de l'étude, 52% des Français perçoivent ces jouets éco-responsables comme plus coûteux. Est-ce que c'est vrai, déjà ? Et est-ce qu'on peut peut-être ne pas faire autrement ? Alors, déjà, un site comme Greenwiz, justement, depuis 2008, on essaye de rendre le plus accessible possible ces jouets. Donc, en revanche, on ne veut pas dire aux producteurs qu'il faut baisser les coûts, etc. On ne veut pas rentrer dans cette logique-là, puisqu'au contraire, on est sur de la qualité, du Made in France, donc c'est forcément un petit peu plus cher. Par contre, nous, on fait tout ce qu'on peut pour être le plus efficient possible, pour baisser nos marges et à offrir un prix le plus bas possible pour le client. Et puis après, on a aussi, malgré tout, cette notion que j'évoquais tout à l'heure de durabilité. C'est-à-dire que oui, c'est plus cher. Mais encore une fois, si vous le gardez, que vous faites passer tous vos enfants dessus et que vous le revendez, est-ce qu'au final, c'est plus cher ? Pas persuadé que de le racheter tous les ans. Le prix, vous l'avez annoncé. Le défi de fabriquer français, il rentre dans le prix, quoi. Quand il a fallu presque recréer une filière, d'une certaine façon, c'est clair, ça joue. Ça rentre dans le prix. Alors c'est difficile de mesurer quelle est la part, parce qu'on n'a pas fait l'étude comparative avec la Chine de toute façon. Donc voilà. Donc je ne sais pas dire. C'est pas facile. Est-ce que c'est 20%, 30% Je ne sais pas dire. Vraiment, et puis la durabilité, clairement. Voilà, un jouet qui dure 5 ans, qui grandit avec l'enfant, c'est le cas de nos cubes. Bah voilà, finalement, vous l'amortissez sur 5 ans, voilà, vous divisez 80 par 5, ça fait quoi ? Versus un jouet qui vient de Chine et qui dure une demi-saison. Sur cette filière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y avait plus les savoir-faire ou il n'y avait plus les entreprises ? Ou alors les entreprises faisaient autre chose ? Alors, la filière électronique, elle existe en France, il y a une vraie filière. Simplement, ils ne faisaient pas de produits consommateurs, de produits industriels, etc. Et donc là, l'usine qu'on a trouvée, là, qui est à Nantes, Seiko, elle s'est mise à faire du produit grand public un peu avec nous. Et ils ont aussi appris à faire avec nous, l'agilité nécessaire pour faire des séries limitées, pour répondre aux besoins commerciaux, marketing. Et donc voilà, je ne sais pas si on a développé cette filière, mais effectivement, je pense qu'on a créé des vocations parce que les concurrents maintenant produisent en France, de plus en plus. Voilà une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite, on va vous souhaiter joyeux Noël par avance. Un bon Noël en tout cas pour vendre des cubes joyeuses et des produits sur Greenwiz. Smart Ideas, on va parler de l'engagement environnemental des petites entreprises, PME, TPE. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Nicolas Crestin, le cofondateur de Samy. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous l'avez créé quand, avec qui et surtout pourquoi ? On a créé Samy en mars 2020. J'ai créé ça avec Tanguy, mon associé responsable de la partie croissance. Et on l'a créé pour démocratiser l'engagement environnemental des entreprises. Démocratiser l'engagement environnemental des entreprises en général ou peut-être plus particulièrement des petites, moyennes entreprises ou même des TPE ? Exactement. Nous, notre cible principale, c'est les PME et les ETI, une cible qui n'était pas adressée jusqu'à aujourd'hui par ces démarches-là. Et en revanche, on est tout secteur. On adresse aussi bien le BTP, l'agroalimentaire, le textile ou les entreprises de services.
Et dans le BTP, par exemple, les entreprises de cette taille-là, c'est plus de 90% du marché. Donc on voit ce que ça représente. Pourquoi ils disent quoi les patrons de PME, ceux que vous rencontrez? Ils disent quoi? C'est trop compliqué, c'est trop d'investissement. C'est quoi la première réaction en fait? C'est ça. Historiquement, c'est un peu ça. C'est que ces méthodologies d'accompagnement à une stratégie environnementale sont complexes. C'est le bilan carbone, c'est l'affichage environnemental, c'est complexe. Et donc, il y a un certain frein, parce qu'il y a un coût. Généralement, c'est des consultants qui vous accompagnent dans cette démarche-là. Donc, c'est un coût important et c'est aussi du temps en interne. Et c'est là où Samy vient se positionner avec son outil technologique qui va simplifier un peu toutes ces démarches pour le client et pour nous qui traitons la donnée finalement. Alors justement, c'est quel outil et quelle solution vous proposez? Eh ben donc Samy, c'est un logiciel en ligne qui va vous permettre de mesurer votre impact. Et donc là-dessus, on va utiliser les méthodologies comme donc le bilan carbone, je l'ai mentionné, qui est une méthodologie éprouvée et approuvée par tous, mais également l'affichage environnemental qui permet de mesurer l'impact de vos produits au niveau individuel. Et on a choisi ces méthodologies parce que ce sont aussi celles qui vont devenir réglementaires dans quelques temps. Donc on permet à nos clients également d'anticiper un peu ça. Donc la mesure d'impact dans un premier temps, et dans un deuxième temps, agir. Parce que c'est bien de mesurer, de connaître un peu son impact. Ce qui est vraiment important, c'est ensuite de le réduire. C'est ça l'objectif. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous proposez ensuite une stratégie de réduction d'impact. Là aussi, ça se fait en ligne? C'est le logiciel qui le propose directement? Il y a de l'interaction humaine? Comment ça marche? Alors c'est un très bon point, c'est effectivement. Donc, la première étape de mesure d'impact en fait donne énormément de billes en fait pour savoir où on va agir. On va identifier que les émissions sont en amont de ma chaîne de valeur, la production de matière, donc c'est sur la matière que je vais devoir agir, ou en aval, l'utilisation de mon service par les utilisateurs, donc c'est là où je vais devoir agir. Donc déjà ça c'est un premier niveau d'information. Ensuite dans la plateforme on a près de 200 actions génériques que le client va pouvoir décider de mettre en place. On essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus activables possible, c'est décrit, on a des partenariats avec des partenaires qui vont permettre de faciliter la mise en œuvre de ces actions, etc. Et il y a la question de l'humain, qui est effectivement un sujet très important. On a beaucoup de clients qui s'inquiètent en disant « Oh, je vais me retrouver sur un outil en ligne, complètement autonome, je ne vais pas réussir à m'en sortir. » Et donc, c'est pour ça qu'on a eu en option un accompagnement qu'on appelle du coaching. Donc, c'est vraiment un format de coaching. Donc, on a des coachs carbone en interne, qui vont venir coacher nos clients pour les accompagner dans cette démarche, mais de manière assez light. Voilà, Et est-ce que, quand le constat a été fait, il y en a, et je ne sais pas si vous avez modélisé ça, le pourcentage de ceux qui renoncent en se disant « mais non, c'est trop compliqué » ou alors qu'au contraire, finalement, il y a des solutions, en tout cas, il y a des premières solutions assez simples à mettre en œuvre? Il y a des solutions assez simples à mettre en œuvre. Ce qui va être parfois difficile en fonction des secteurs, c'est le nombre de leviers d'action ou les possibilités. C'est-à-dire que quand on est dans le tertiaire, on va avoir des leviers un peu moindres. On est très dépendant de ces fournisseurs de services. En revanche, quand on a une filière d'approvisionnement avec des matières, etc., vraiment sur la conception de nos objets, on va avoir des impacts élevés. Mais nous, on considère d'agir sur le climat, pas que de réduire son empreinte, mais c'est aussi sensibiliser, donc expliquer à ses clients quelle est l'empreinte de son service, de son produit. Et c'est aussi financer des projets qui vont aider justement à la transition dans d'autres secteurs. Quels arguments pour convaincre les patrons hésitants? La marque employeur peut-être, mais est-ce que ça parle à un patron de PME, ça? Ouais, alors il y a beaucoup d'arguments et ça va vraiment dépendre des secteurs et des entreprises. Il y a un aspect anticipation de la réglementation, ça c'est clair. On sait que dans quelques années ce sera là, donc il faut l'anticiper. Il y a aussi une pression des clients pour un fournisseur d'un grand compte, d'un grand groupe. Les grands groupes commencent à pousser leur fourniture à s'engager, donc le grand groupe va dire quelle est l'empreinte carbone de ce que je t'achète, parce que moi je dois rendre des comptes, c'est déjà réglementaire pour les grands groupes. Et puis effectivement après il y a la marque employeur, donc de plus en plus de candidats sont sensibles finalement à l'engagement de leur entreprise, et donc voilà, l'idée c'est que, et d'ailleurs c'est une possibilité, c'est ce qu'on offre dans l'outil, c'est d'inclure les parties prenantes et notamment en premier lieu les collaborateurs via un questionnaire qu'on envoie qui permet au collaborateur de mesurer son empreinte carbone individuelle dans le cadre professionnel, et donc une forme de sensibilisation et de... Merci beaucoup, pardon de vous interrompre, c'est la fin de cette émission. Merci Nicolas Crestin, bon vent à merci Samy. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.